C'est-à-dire que mon cerveau me sabote, mais ça vient d'une partie de lui qui veut du bien pour moi. Hello tout le monde, du coup je suis contente de partager ce moment aujourd'hui avec Emeline. Si vous me suivez, c'est pour la partie nutrition, sport et transformation physique. Vous m'avez souvent entendu dire que le problème c'est pas forcément toi, c'est souvent l'approche. Ce que je vois un peu tous les jours avec les femmes, c'est que elles arrivent toutes en pensant que elles manquent de volonté alors que en vrai, tout se joue à deux niveaux. Dans le corps, ça c'est un peu mon terrain, et dans la tête, ça c'est vraiment le terrain d'Emeline. Emeline, est-ce que du coup tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis maître praticienne en neurosciences depuis plus de 5 ans maintenant et principalement, j'accompagne des entrepreneurs, mais sinon, je m'occupe vraiment de tout le fonctionnement du cerveau, du mindset et surtout de tous nos blocages internes, inconscients qui viennent piloter nos actions conscientes au quotidien. Donc, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais là, concernant tes clientes, que ça peut enclencher dans leurs décisions, leur craquage ou autre. Un des premiers sujets que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, c'est vraiment, entre guillemets, les fausses croyances qui enferment, parce que beaucoup de femmes que j'ai en accompagnement ou en échange arrivent toutes avec un peu les mêmes phrases en boucle, si tu veux, en mode, c'est génétique, j'ai pas de volonté, et elles le disent toutes un peu comme une véritable vérité absolue entre guillemets. Comment toi tu penses que une croyance comme ça, elle peut se former dans le cerveau? Alors, en fait, déjà, une croyance est considérée par l'inconscient comme une vérité absolue parce qu'elle a été répétée plusieurs fois. C'est-à-dire qu'une croyance ne devient croyance que quand la pensée qu'on a est répétée plusieurs fois. Et souvent, une croyance vient s'ancrer quand elle est issue d'une émotion forte. Donc, en fait, tu vas avoir une expérience vécue associée à une émotion forte qui va venir avec la répétition, créer un discours interne et toi, tu vas en venir valider une croyance, une vérité absolue. Voilà pourquoi est-ce qu'elles vivent ça vraiment comme leur vérité. Maintenant, c'est que ça fait partie de leur carte du monde. Donc, ça n'est qu'une perception de la réalité et ça n'est pas la réalité. Et souvent, ces croyances-là, nous en PNL, on dit c'est l'histoire que tu te racontes. C'est-à-dire que c'est des discours qu'elles utilisent pour se protéger, pour protéger leur identité de la vraie raison que l'inconscient vient protéger pour pas qu'on y touche le vrai schéma sous-jacent qui normalement serait à régler pour pouvoir atteindre les objectifs. Et selon toi, du coup, concrètement, comment, après des années à avoir construit ces croyances-là qui sont ancrées, justement, on vient déconstruire tout ce schéma-là pour aller de l'avant et réussir un peu à atteindre ses objectifs? La première clé de prise de conscience, c'est de se dire, aussi loin que je me rappelle, depuis quand est-ce que j'ai cette croyance-là ? Et cette question-là, elle va te permettre de remonter à l'expérience originelle, l'expérience fondatrice, le moment où mon cerveau a cristallisé une pensée par rapport à cet événement et cette émotion forte. Et là, du coup, apparaît le schéma sous-jacent. Maintenant, comme on l'a dit, une croyance, c'est pas une vérité absolue, ce n'est qu'une perception. Donc, la première chose à faire, c'est de se demander si ce que je crois est vraiment vrai. Est-ce que, donc nommer la croyance et se dire, est-ce que ce que je crois est 100% vrai? Est-ce que c'est une vérité absolue? Ou est-ce qu'il peut y avoir une mauvaise interprétation de ma part, quelque chose de subjectif? Est-ce que j'ai absolument toutes les informations nécessaires pour dire que ce que je dis là, c'est la vérité? Et souvent, la réponse, c'est non. La deuxième étape pour déconstruire la croyance, c'est de se demander ce que ça nous coûte. C'est de rajouter de la douleur sur la croyance parce que le cerveau va rejeter naturellement ce qui procure de la douleur et va aller vers le plaisir. Donc, cette croyance, comment je me sens quand je pense à ça? Qu'est-ce que ça me coûte dans mon quotidien? Non seulement au départ, on a fragilisé la croyance, mais on commence à se rendre compte, au lieu que ce soit un pilote inconscient, on se rend compte de toutes les répercussions que cette croyance elle a sur notre quotidien. La troisième étape, c'est de se dire, ok, et si cette croyance n'avait jamais existé? Parce que du coup, le cerveau nous enferme dans notre réalité, là, on va ouvrir son esprit à potentiellement une autre réalité. Et quand on se demande si cette croyance n'avait jamais existé, on va se projeter dans tout ce qu'on aurait été capable de faire, dans toutes les opportunités qu'on aurait eues, qu'on a loupées, etc., etc. Et à partir de là, on peut nommer la croyance opposée. Par exemple, pour quelqu'un qui dit, ouais, mais moi, j'ai pas de volonté. Ok, non,
Je suis capable d'avoir de la volonté, très bien. Ouais. La dernière étape qui est la plus importante, parce que on en voit beaucoup dans le développement personnel qui parlent de réciter des affirmations positives, ça marche pas si c'est pas vraiment ancré. Tout ça parce que on a une partie dans notre cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire, qui vient filtrer la réalité et qui vient faire remonter à ta conscience que les informations qui valident ta croyance. Donc au moment où tu dis très bien, je suis capable d'avoir de la volonté, ce qui est indispensable de faire à ce moment-là, c'est de venir monter tout un dossier de preuves qui prouve à ton cerveau toutes les fois où tu as déjà eu de la volonté. On n'est pas en train de demander d'imaginer des endroits ou des expériences dans lesquelles on a de la volonté, mais non, quels sont les moments où le fait que j'ai c'est déjà vrai. Et là, en fait, la croyance, j'ai pas de volonté, elle tombe, puisque ça n'est pas une vérité. Je me sens mal avec, ça me fait louper des opportunités. Je me rends compte que je peux avoir de la volonté et en plus, j'ai des preuves comme quoi, oui, je peux avoir de la volonté. Ouais, j'en suis capable, quoi. À l'intérieur de toi, une ressource que tu avais complètement mise de côté. Ouais, c'est là que ça switch entre la phase où elle pensait que sa croyance était la vérité et la preuve de son expérience, quoi, entre guillemets. Toi, dans ce que tu nous dis, selon toi, il y a vraiment une... comment dire, un lien puissant entre les croyances et l'identité de la femme. De l'identité. Et les croyances sont liées aux valeurs. Et les valeurs, c'est ton identité. Ok. Si tu veux, l'identité, elle va chapeauter les croyances, les valeurs, les actions, les comportements. Si tu veux, l'ego, il est là pour la protéger, l'identité. Mais ça aussi, c'est une croyance. Qui je crois être? Quelle est l'image que j'ai de moi? Ça, c'est une perception qui est subjective aussi. Donc, en fait, si j'ai une image de moi XY, je vais en avoir des croyances et ces croyances vont me faire avoir des actions qui vont valider, qui vont confirmer l'image que j'ai de moi. Et quand je commence à changer les paramètres de mon identité, par un travail interne, changer son estime personnelle, l'image qu'on a de soi, etc., etc., là, on va pouvoir avoir d'autres croyances qui, avec le même mécanisme, vont venir valider notre nouvelle identité. Mais plus positivement, quoi. Ok, c'est super intéressant. Et il y a un autre gros sujet qui revient souvent, c'est que les femmes que j'accompagne personnellement sont des mamans. C'est des femmes qui donnent clairement tout aux autres et rien à elles-mêmes. Donc, elles cuisinent pour leur famille, elles gèrent la charge mentale pour l'ensemble du foyer. Et clairement, elles se font passer en dernier quand elles arrivent. Vraiment, les premiers mots que j'entends et que j'entends souvent, c'est je me suis oubliée en fait. Je me suis peut-être épanouie sur d'autres domaines, mais moi je passe en dernier. Pour toi, le fait de s'oublier comme ça, c'est selon toi un problème d'organisation ou plutôt un problème d'autorisation? Elles ont. Là, c'est même pas une croyance au sens un discours interne. C'est vraiment une conviction profonde qui fait partie de leur identité qu'elles ne méritent pas, qu'elles méritent moins. C'est vraiment, on touche vraiment un problème d'estime personnelle là. C'est-à-dire qu'elles ne s'accordent pas la valeur qu'elles ont parce qu'elles n'ont pas conscience de la valeur qu'elles ont. Donc en fait, comme je vaux rien ou comme je mérite moins, je me fais passer en dernier, je m'oublie au profit de ma famille ou au profit des autres exactement. Et souvent, je parle du triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Et en fait, souvent, ces femmes-là sont les sauveurs en fait de tout le monde parce qu'elles n'ont pas été sauvées à la base. Donc, on peut travailler sur les 5% d'activité mentale, les actions. Dire à cette maman, faut que tu prennes du temps pour toi. Elle en a conscience, mais elle est incapable de le faire parce que ça fait pas... Ça fait pas partie de ses convictions profondes, ça fait pas partie de 95% de son inconscient. Parce que dans son inconscient, elle croit qu'elle ne mérite pas. Donc, dans tous les cas, même si, par exemple, sur une journée, elle aurait le temps d'avoir du temps pour elle, elle va pas le prendre. Elle va se saboter, elle va faire autre chose, parce qu'elle ne croit pas mériter ça. Donc, avec le même schéma, ce qu'il faut faire, c'est remonter à l'expérience originelle. Ce moment-là. Depuis quand est-ce que je crois que je ne mérite pas? Venir guérir toute cette perception-là, pour pouvoir ensuite travailler sur des actions de surface, de coaching, de mindset. Pourquoi tu penses que tant de femmes culpabilisent dès que justement elles font quelque chose pour elles-mêmes? Elles pensent qu'elles n'ont pas le droit. Elles pensent qu'elles sont en train de trahir en fait
leurs devoirs Mm. et leurs rôles. Comme si tu veux, dans leur identité, elles sont inexistantes. Ouais, Si ok. tu veux, au moment où je m'occupe de moi et où je m'occupe Ouais. pas des autres, si je m'identifie en tant que quelqu'un qui s'occupe des autres, ça veut dire que quand je ne le fais pas, j'existe pas. Elles ont au démarrage l'envie d'essayer, mais tu sens tout de Ouais. suite tu sens rapidement qu'il y a un switch. Donc là, dans un cas comme ça, c'est qu'il y a un conflit interne entre des valeurs qui sont importantes. C'est-à-dire, il y a une partie de moi qui sait ce qu'il faut faire pour moi et qui a envie de le faire. Et à l'intérieur de moi, il y a une autre partie de moi qui, peut-être par des valeurs famille ou de sacrifice ou peu importe, qui ne s'octroie pas. Donc, on a sans arrêt ces deux parties à l'intérieur de soi qui sont en train de se bagarrer. C'est un conflit interne entre deux valeurs. La chose à faire, c'est rétablir la connexion, la communication entre ces deux parties-là, reprendre confiance en soi et travailler profondément sur son estime personnelle et pas juste avec des affirmations positives pour faire comprendre à son cerveau que oui, on mérite, qu'on a de la valeur et qu'on est en sécurité quand on s'accorde du temps. Et ça vient un peu rejoindre cette idée-là, mais souvent elles ont aussi une grosse problématique qui est la problématique de le rapport à leur corps, du coup, et l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et souvent, il y a un vrai décalage entre ce qu'elles vivent au quotidien et par exemple ce qu'elles vont voir sur les photos. Dans le quotidien, elles s'oublient, elles vont se dire bon bah ça va. Et une fois qu'elles vont avoir vraiment l'image devant les yeux, c'est souvent là où entre guillemets ça peut déclencher un passage à l'action. Si ça fait toute ma vie que j'ai pensé que je méritais pas, ou que je suis grosse, ou que je suis moche, ou que peu importe ce que tu veux, le système d'activation réticulaire va chercher dans son quotidien tout ce qui va prouver, valider sa croyance de départ. Donc en fait, c'est aussi des femmes qui vont minimiser leurs résultats. Parce que il y a un trop gros décalage entre la croyance profonde erronée et la réalité. Et en fait, ce filtre-là du cerveau ne cherche qu'à valider ce que tu crois déjà. Il va venir sélectionner naturellement des infos. Et comme je dis à mes clients, c'est pas que les autres infos n'existent pas ou qu'il faut les inventer. Elles sont là. C'est juste que tu les vois pas. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais te prendre l'exemple, si par exemple, au bout d'1 mois, tu fais un bilan avec une de tes clientes, bah, elle va relever que le négatif. Ouais. Elle va voir tout ce qu'elle n'a encore pas accompli, au lieu de mettre son focus sur, bah ouais, mais regarde, là j'ai réussi à faire ça alors qu'avant j'y arrivais pas. Et j'en ai beaucoup qui, justement, moi, le travail que je fais, c'est aussi souvent dans les bilans, de mettre en avant les victoires, leurs propres victoires et leurs propres difficultés, ce qui est normal. Et j'ai beaucoup de profils de femmes qui n'arrivent pas à en citer, alors que au-delà du poids des mensurations des photos, elles retrouvent peut-être de l'énergie, elles dorment mieux. La fonction de l'ego dans le cerveau concernant l'identité, c'est de te garder dans ton identité. Oui. C'est sa règle de survie. Donc en fait, si j'évolue, je deviens quelqu'un d'autre. Et ça fait peur parce que c'est inconnu. Et en plus, j'ai des croyances comme quoi je ne mérite pas. Donc en fait, si tu veux, l'ego, son rôle, c'est de dire attends, on va pas trop changer d'identité. Restons qui on est, on risquerait de devenir quelqu'un d'autre. Parce que pour lui, le quelqu'un d'autre, c'est pas un endroit qui représente la sécurité. Je vais te parler d'une notion. En PNL, on parle de l'intention positive. Il faut savoir que quelqu'un qui est en surpoids, il n'est pas en surpoids par hasard. Oui, alors, si on prend la sphère physique, bah, il mange mal, il s'hydrate mal, etc. Donc forcément, mais en fait, c'est l'inconscient qui pilote ses comportements. C'est de l'auto-sabotage. Et en fait, l'auto-sabotage a ce qu'on appelle une intention positive. C'est-à-dire que mon cerveau me sabote, mais ça vient d'une partie de lui qui veut du bien pour moi. Donc, tant qu'il y a un schéma émotionnel entre j'ai vécu un truc, pas forcément un grand trauma ou quelque chose de douloureux, hein, simplement des fois une humiliation en classe maternelle, ou des fois c'est des petites choses qui ont des grosses conséquences. Tant qu'il y a un lien émotionnel entre ce que j'ai vécu et à ce moment-là, la seule solution que mon cerveau a trouvée, bah, si c'est le sucre par exemple, mais jamais il va vouloir défaire le sucre, puisqu'il croit que sans le sucre, il va revivre la douleur. Donc, ça part de là. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que j'ai même des cas dans lesquels où elles commencent à avoir des résultats,
et elle s'auto-sabote. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a réglé le schéma émotionnel, l'ego se sent en sécurité pour changer d'identité parce qu'il ne perçoit pas le changement comme un danger. C'est exactement ça. Hein. Je suis en train de changer qui je suis, mais comme qui je suis vient d'une intention positive et me protège de quelque chose, ça veut dire que si je l'enlève, je ne suis plus protégée, donc je suis en danger de mort. Exact. Ouais. On le sent hein, parce que il y a vraiment un gros décalage entre la personne qu'elles veulent être et la personne qu'elles sont capables d'être à l'heure actuelle en fait. Et du coup le pont et la transition est parfois hyper compliqué et on se rend pas compte à quel point c'est un levier en fait pour évoluer. Bon moi ça a été dans mon cas aussi professionnellement mais c'est vrai que en fait parfois oui la théorie aide bien sûr mais en fait il y a tellement des schémas ancrés beaucoup plus profonds à régler que, que si on les solutionne pas, malheureusement arrivera un jour où en fait on reproduira les mêmes schémas antérieurs malgré tout, malgré les efforts fournis quoi. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'échanger là-dessus. Un dernier sujet aussi que moi je retrouve beaucoup hein, dans le quotidien, c'est que ce sont des femmes qui sont tellement, comme tu dis, elles se sacrifient, mais il y a aussi un prisme intéressant, le rôle de l'entourage et les limites qu'elles vont se mettre aussi. Le constat, moi, que je dresse aujourd'hui, c'est des fois, on a certains conjoints, pas tous, messieurs, je vous attaque pas, certains conjoints qui vont culpabiliser ou des amis qui vont être là, ouais, profite un peu, ou alors en repas familial, enfin, on connaît tous en fait hein, ce genre de contexte-là, ce qui fait que mes clientes, au-delà de leur traumatisme interne et de leur blocage interne, en fait, elles vivent avec un poids supplémentaire qui est vraiment le regard des autres. On est sur un principe qui s'appelle la systémie familiale. Moi, je suis sur mon identité, mais dans mon foyer, par exemple, si j'ai un conjoint, ensemble, on forme une identité avec son schéma familial, ses croyances, ses valeurs, son environnement, etc. etc. C'est tout un mode de fonctionnement. Chaque identité a un mode de fonctionnement. Moi, j'ai un mode de fonctionnement, mon conjoint, il en a un, mais quand on est ensemble, c'est comme si c'était en fait une troisième personne. Et quand il y a les enfants, c'est comme si c'était une quatrième personne. Donc, quand je viens effectuer des changements sur moi, dans mon système familial, je viens changer aussi les choses. Donc déjà, c'est aussi pour ça que il y a autant de choses qui se passent dans l'entourage. Ensuite, la peur du regard des autres, c'est une peur qui vient du cerveau reptilien, qui nous est à l'intérieur de nous depuis des millénaires, si je puis dire, puisque à l'époque de l'homme des cavernes, si j'étais exclue du clan, j'étais en danger de mort parce que soit il y a plusieurs humains et on arrive à vaincre le tigre à dents de sabre ou je ne sais quoi, à le tuer pour manger, ou je suis toute seule et je peux pas faire face à ça. Et en fait, je meurs. Et en fait, si tu veux, profondément dans le cerveau reptilien, sont enregistrées toutes les informations qui ont permis à l'espèce humaine de perdurer, de rester en vie. Donc, au moment où je suis dans une situation émotionnelle difficile, c'est ce cerveau reptilien qui prend le relais et en fait, il crée simplement un raccourci. Si le regard des autres, si je suis rejetée du clan, je suis en danger de mort. Donc, la première des choses à faire, c'est prendre conscience du schéma. Se dire, ok, très bien, si je suis rejetée, si je me prends une réflexion au repas de famille ou autre, je ne vais pas mourir. Ouais, si je suis pas dans le moule. On va pas m'enlever mes enfants. C'est vraiment de rationaliser en fait tout ça. Mais faire face au jugement des autres et pouvoir surmonter ses peurs, ça demande énormément de poser ses limites. Donc le conseil à donner à ces femmes-là, c'est de poser ses limites. Sauf que je suis incapable de poser mes limites si ma valeur personnelle, elle n'est pas construite. En tout cas, c'était super intéressant, Emeline, et je te remercie encore pour tous ces éclaircissements parce que je pense que ça parlera à beaucoup de femmes qui vont nous regarder aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.